Aujourd'hui, doubler la capacité de ton équipe sans travailler plus, épisode numéro 2. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on rentre concrètement dans le vif du sujet puisque Laurie va nous expliquer maintenant comment il fait pour doubler la capacité d'une équipe sans en modifier les éléments, sans travailler plus, sans investissement, sans embauche, ni licenciement d'ailleurs. Et là, je te conseille de prendre un papier, un crayon, je te conseille de prendre des notes parce qu'il y a un nombre de pépites impressionnant. Si tu veux creuser le sujet, si tu veux recevoir une suite d'une dizaine de mails qui vont t'expliquer justement comment on fait, qui vont ancrer en toi les process, eh bien tu n'as qu'une chose à faire, c'est cliquer sur le lien qui est en descriptif du podcast. Je t'en reparle à la fin, mais pour l'instant, je te laisse avec Laurie. Prépare-toi à te faire retourner la tête. On a parlé un petit peu avant, donc je peux les lister rapidement et puis je te laisserai détailler. Moi, ce que j'ai retenu, c'est la simplicité, première chose. La deuxième chose, l'appropriation. Ensuite, le principe 20-80. Ensuite, l'erreur n'est jamais humaine. Et enfin, on ne travaillera pas plus. On n'investira pas plus. Alors déjà, il faut prendre conscience qu'une entreprise, elle fonctionne avec des flux. C'est déjà ça qui est très important. Alors, on pense qu'il faut ajouter des gens, ajouter des machines, comme on a dit tout à l'heure. Mais plus on ajoute de gens, et moins le système il fonctionne, plus le système il est lourd. On s'en est aperçu aussi ensemble chez Projet BIM, Projet PAC, quand on a ajouté des personnes, à chaque fois on se dit mais c'est bizarre, on a ajouté des personnes de service et ça marche pas mieux quoi. Et elles se font happer par le quotidien, elles se font absorber et puis on n'arrive pas à en sortir plus, bien au contraire. Et quand on ajoute des gens, quand on ajoute des machines, sans avoir nettoyé son processus, maintenant on augmente simplement les gaspillages et on ralentit le processus. Donc, il faut déjà prendre conscience que l'entreprise, c'est des flux. Et aujourd'hui, on est tous les managers, vous êtes mesurés, on est orientés, on vous oriente ressources. Vous êtes là pour optimiser les ressources. Et généralement, vous avez un service, et on vous dit, voilà, ton service, il doit être performant. Et donc, à l'intérieur de ce service, on va optimiser les ressources pour que le service soit optimum, soit efficace. Sauf que votre service, il fonctionne pas tout seul. Il a des fournisseurs internes, il a des clients internes. Et donc, quand on raisonne flux, on ouvre les barrières du service, et on va chercher un petit peu plus loin et on va remettre vraiment le client final au cœur du système. Et donc, les erreurs que font surtout les gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à simplifier leur flux. Ils pensent à leurs petites limites, à leurs petits services et ils vont être orientés ressources. Ils vont occuper des gens, ils vont occuper des machines. Moi, je le vois quand je rentre dans des ateliers, dans des services, quand on me dit, tiens, j'occupe un tel, ça y est, t'es orienté ressources. T'es plus orienté client. Et donc, du coup, il faut une méthode pour vous aider à voir votre entreprise avec l'œil du client. Il faut faire re-rentrer le client dans votre entreprise. Et donc, l'approche par les flux, ça sert à ça. Mais quand on parle de flux, on pense tout de suite aussi au processus qualité, des choses comme ça, où c'est des fois assez lourd. Et puis, c'est le système qualité qui supporte tout. Et donc, du coup, la méthode, elle doit être simple. Et nous, pour la rendre la plus simple du monde possible, moi, j'utilise des post-it. Et des post-it avec des systèmes de couleurs pour avoir du management visuel. Et donc, on va qualifier les différentes opérations, les différentes étapes. Un flux, c'est une succession d'étapes qui va transformer un entrant en extrant. C'est ce que j'explique dans la formation. Et donc, c'est pour ça que la méthode, elle s'applique dans tous les domaines, pas que dans la fabrication, pas que dans la manufacture. J'ai fait un EHPAD. J'ai aidé les infirmières à gagner du temps et des aides-soignantes à gagner du temps. On a gagné 1h30 par jour par infirmière et par aide-soignante. C'est 1h30 de capacité qu'elles ont gagné pour s'occuper des résidents. Et c'est quelque chose juste de magique, quoi. Ouais, c'est énorme. C'est des choses qu'on peut pas imaginer de travailler sur un flux. On a utilisé des outils de l'industrie dans la santé. Et ça a provoqué aussi, ça c'était compliqué pour les personnes. Mais on a simplement travaillé sur des flux. Et on a utilisé la méthode des post-it que j'explique dans Protocole Smart Process. Et donc les post-it, ça révèle vraiment les choses. Ouais, moi j'ai encore des photos des post-it qui étaient au mur quand tu as commencé à travailler. Et ce qui est extra, c'est qu'en plus avec les post-it, il y a un autre truc moi qui m'a bluffé, c'est que tu peux faire carrément une photo avant-après. C'est très visuel. C'est-à-dire que au début, quand tu mets
quand tu écris le flux, tu as beaucoup de post-it. Et à la fin, entre 100 et 180. Voilà, un truc de fou, quoi. Il y en a sur tous les murs. Et puis après, quand tu as terminé, c'est tout petit. Et finalement, tu visualises vraiment ce que tu as fait. Et ça, c'est extrêmement important parce que les gens, ils comprennent tout de suite ce que tu as fait. Ça se voit tout de suite. Et donc, les gens, ils ont envie de l'appliquer. Quand ils voient qu'on peut passer de ça à ça, ils disent, mais ma vie va être bien meilleure, moi, personnellement. Et en plus, ça contribue au flux. Et quand j'explique à tout le monde que sur un flux, tu vas passer 20 c'est beaucoup, 15% de ton temps à faire de la valeur ajoutée. Et le reste du temps, c'est de la non-valeur ajoutée. Et on dit, mais non, c'est pas vrai. Ben, je dis, regarde, quand tu fabriques une fenêtre, il faut combien de temps pour fabriquer une fenêtre? Ben, il faut 1 heure, 2 heures pour fabriquer une fenêtre. Et quel est le délai de livraison que tu donnes à tes clients? 4 semaines. Exact. 4 semaines de temps de passage pour 2 heures de fabrication. Donc le temps de valeur ajoutée dans un processus est toujours entre 15 et 20%. Et ça, au début, on a du mal à le croire, mais quand on met des post-it, on le voit parce qu'on met une couleur de post-it jaune pour tout ce qui est valeur ajoutée, que le client est prêt à payer. Et toutes les autres post-it, on a des roses, des verts, des bleus, ça, pour qualifier les opérations. Ben, tout ça, c'est des non-valeurs ajoutées. On s'aperçoit que 80% du processus, ça se voit, c'est visuel, c'est des couleurs autres que le jaune. Et même toi, hein, c'est vrai que je me souviens, et les patrons, quand ils arrivent, quand on fait la présentation, c'est la première chose qui choque. Quoi. Je dis, mais attends, je paye mes gens à faire de la non-valeur ajoutée. Quoi. À 80% du temps, oui. Oui. C'est quelque chose qu'en fait qu'on perçoit quand même naturellement, et je pense que c'est aussi pour ça que si facilement on bascule dans la. C'est pour ça qu'on est convaincu aussi facilement, c'est que c'est un truc qu'on sent. Par exemple, je suis sûr qu'en tant que chef d'entreprise, si vous avez des commerciaux qui se déplacent chez les clients, vous avez essayé de faire le ratio entre le temps passé chez le client et le temps passé à conduire sa voiture. Et on dit souvent, parce qu'on a des commerciaux qui font 50 000 km par an, voire 80 000 pour certains, et on se dit, mais en fait, c'est des chauffeurs de taxi. Puisque finalement, un chauffeur de taxi, la valeur ajoutée qu'il donne au client, c'est bien le nombre de kilomètres qu'il fait, puisque c'est un peu le produit qu'il vend. Mais un commercial, il vend pas des kilomètres, il vend des produits. Donc est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique qu'un commercial passe 3/4 de sa voiture sur de la non-valeur ajoutée, quelque chose qui vendra jamais au client? Et d'ailleurs, c'est ta définition de la valeur ajoutée. C'est ça. C'est la valeur ajoutée, c'est ce que le client n'a pas à payer. Toutes les autres choses que l'on fait que le client n'est pas prêt à payer, c'est des opérations à non-valeur ajoutée. Donc, il faut une méthode simple pour pouvoir les identifier. Et donc, c'est parce que c'est là-dessus qu'on va jouer. Donc, on va essayer d'éliminer les non-valeurs ajoutées. Et il y a des moments où on peut pas les éliminer. Tu vois, par exemple, si on se déplacer chez le client, il n'a pas le choix. Il se déplace. Donc, ça, on va essayer de les diminuer au maximum. Et ainsi de suite. Et si après, avec la méthode aussi du manager, quand on peut pas les éliminer, quand on les a diminués, un manager, ce qu'il doit faire aussi, il doit déléguer. Et donc, il doit les faire par d'autres personnes. Et donc, ça, c'est important aussi de bien identifier les valeurs ajoutées, le qui fait quoi, et de donner les bonnes valeurs, les bonnes tâches aux bonnes personnes. On reviendra sur le principe du goulot d'étranglement, parce que quand on va justement formaliser un flux, ce qui est important aussi dans ce flux, on va un peu plus loin que simplement le nettoyer, on va aller voir quel est le poste clé qui va nous limiter à en faire plus. Quel est le poste phare, quel est celui qui conditionne mon robinet de facturation. Et ça, là, on va rentrer dans l'efficacité. On en a parlé dans le live, et c'est des choses importantes où là, tu prends conscience de ton temps et tu prends conscience de ton flux. Alors, c'est un calcul simple, hein, je peux vous le donner là tout de suite, là, vous pouvez tous le faire. Vous prenez votre chiffre d'affaires et vous le divisez par votre temps d'ouverture. Donc, c'est le nombre de jours que vous travaillez, que l'entreprise est ouverte. Donc, généralement, c'est 250 jours dans une année. Et vous multipliez par le nombre d'heures d'ouverture. Généralement, c'est 8 heures si vous êtes ouvert sur un poste, ou 16 heures si vous êtes ouvert sur 2 postes. Et là, vous allez avoir un débit, un chiffre d'affaires par heure qui doit tomber dans un petit bassinet. Mais du coup, à chaque heure que vous perdez au poste clé, au poste boulot, c'est vous perdez la capacité de facturation. Et donc, du coup, vous devez trouver votre poste boulot, parce que à chaque heure que vous allez gagner juste en travaillant sur votre flux, en travaillant sur les gaspillages, en faisant un bon management et en coordonnant bien, c'est de la capacité cachée que vous allez aller rechercher. J'espère que vous prenez des notes, parce que là, en 7 minutes ou 8 minutes, tu nous as donné un nombre de pépites juste incroyable. Donc, j'espère que vous prenez des notes, juste pour compléter ce que tu dis, et parce que ça, c'est très
intuitif, c'est pour développer le chiffre d'affaires, plutôt que de travailler sur je vais ajouter des produits, je vais ajouter des clients, je vais ajouter des heures de commercial, je vais ajouter du budget marketing. Pensez à ça. Augmentez simplement votre capacité. C'est-à-dire dégager des ressources parce que votre goulot, il est pas du tout là où vous croyez. Votre goulot, il est dans votre flux. Et donc, le calcul que tu viens de proposer, il est vraiment intéressant parce que c'est le calcul qui va vous permettre de justifier auprès de votre direction ou auprès de vos collaborateurs, bref, ou auprès de vous-même si vous êtes chef d'entreprise, le fait de travailler là-dessus plutôt que d'essayer de faire de la croissance qui va en fait vous engendrer d'autres coûts. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu chez Fogedim, c'est qu'en fait, je me suis dit, mais c'est bizarre, on n'a pas du tout travaillé avec les commerces sur la partie commerciale, on n'a pas rajouté de produits, etc. Et je vois mon chiffre d'affaires qui augmente. Bah, c'est juste parce que on a, un petit peu comme un tuyau, on a juste augmenté la capacité, et donc le débit. On l'a libéré la capacité. Parce qu'en fait, finalement, ça part du principe que, en fait, le chiffre d'affaires que vous avez généré, il est présent, il est extérieur et il est sur le marché. Il est exploité par vos concurrents, il est exploité par quelqu'un d'autre, mais il est déjà existant. Donc plutôt d'aller forcer pour aller le chercher, libérez votre flux, et naturellement, ce chiffre d'affaires va arriver. Moi, c'est ce que j'ai vécu, c'était pas du tout ma manière de raisonner. Quand j'ai vu ça, mais j'ai été bluffé. Je vais prendre un autre exemple. Un service SAV, il est tout le temps débordé. Il y a toujours des problèmes clients, tout le temps. Donc on se dit, je vais rajouter des techniciens, je vais rajouter des heures de hotline, je vais rajouter des contrats, je vais augmenter mes prix. Non, travaillez le flux et vous allez voir que naturellement les gens vont être moins occupés et vous allez voir votre chiffre d'affaires augmenter parce que le besoin du client, il est insatiable en SAV. Bref, donc première chose... Ouais, vas-y. On améliore le service client du coup, avec le flux. C'est ça. En fait, on améliore la satisfaction client, on améliore la valeur ajoutée, on concentre nos ressources sur la valeur ajoutée plutôt que sur du gâchis, et naturellement, la croissance arrive. C'est quand même... Moi, quand j'ai vu ça marcher, je te jure, c'est même... tu te poses des questions, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on m'a appris à l'école, quoi. Et moi, c'est pareil, moi qui sors de la confection, avec des chronomètres, il fallait faire travailler les gens plus vite sur les machines. Alors que derrière le produit, qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait. Il tombait dans un bac et il attendait. Et alors ça c'est justement la simplicité, c'est vous visitez, alors un conseil, vous rentrez dans votre entreprise là tout à l'heure, vous démarrez de la fin et vous regardez juste les produits, les produits ou le service, et puis vous regardez ce qu'ils font. Là vous êtes tous en train de vous dire, oui, les produits ils attendent. Oui. Donc si le produit l'attend, ton client dans ton système il attend, parce que ton produit c'est ton client. Et donc l'avantage de la méthode des post-it là, c'est vraiment de voir l'entreprise avec l'œil du client. Ouais. Alors, je me souviens, moi, avec les post-it, pareil, j'avais fait prendre conscience à une entreprise en logistique, et il avait des cartons, ils avaient des convoyeurs, et ils avaient des cartons sur les convoyeurs, et puis ça faisait tout le tour de l'entrepôt, quoi. Et quand on mettait les post-it, on mettait des métrages de folie, quoi, on utilise un post-it vert et on mettait des métrages, mais on était à 16 km de trajet dans un entrepôt qui faisait 6 000 mètres carrés. C'est énorme, 16 km. Et donc, du coup, mais c'est pas grave. C'est un convoyeur qui le tourne. C'est pas une ressource humaine. Tu vois, mais on s'en fout. Là, c'est la ressource qui le fait. Sauf qu'il faut les acheter, les convoyeurs. Il faut les entretenir. Et donc, tu imagines que ton client, il est sur le carton. Et qu'est-ce qu'il fait ton client dans l'entrepôt? Tu le promènes. Tu le fais tourner en rond dans l'entrepôt. Et quand tu prends conscience de ça, on a juste changé de place certaines gares. On appelle ça des gares pour faire sortir les colis. Et juste en faisant ça, on a raccourci les post-it verts. Et on a réussi à diminuer et améliorer le temps de passage d'un colis dans l'entrepôt. Et donc, du coup, on a amélioré le temps de passage de livraison pour le client. Mais on a pris conscience avec les post-it. Donc, notre métier, ça a été de rendre simple le processus. Grâce aux post-it. C'est de prendre conscience des tâches à non-valeur ajoutée. Combien t'as posé de post-it dans ta carrière? Je dois être à plus de 100 000 post-it. Plus de 100 000 post-it. Et donc, voilà, ça c'est pour la partie simplicité, mais on a abordé tout, sans le dire, mais aussi la deuxième partie qui est l'appropriation. Pour moi, c'est hyper important cette partie-là, parce que
Les post-it, c'est la méthode, c'est ce qui donne la clarté, la simplicité. Je pense que c'est un préalable. Si t'as pas de clarté, si t'as pas de simplicité, si t'expliques pas aux gens avec des mots simples et des trucs simples, ils pourront pas s'approprier en fait les choses. C'est le rôle du manager, hein. C'est le rôle du manager. Hein. Exactement. De simplifier une information que la direction va vous descendre, apporter de la valeur, et en un à un, d'aller justement de retranscrire cette valeur en fonction des profils que vous avez en face, des profils disques. Hein, entre les rouges, les bleus, les verts, on va adapter son discours. Bah, c'est exactement la même chose. Hein. Votre métier, il est là pour simplifier. Vous devez vulgariser les processus, les rendre simples pour que tout le monde comprenne et que vous puissiez les manager de façon optimale. C'est important parce que ça veut aussi dire que vous n'êtes pas là pour les forcer, les contraindre ou les obliger à travailler plus vite. Vous n'êtes pas dans le plus subi. Vous devenez, si vous avez la bonne méthode, quelqu'un qui va libérer les gens. Et ça, je voudrais juste en dire un mot parce que c'est un truc de management, ça. Mais ça veut dire que quelque part, vous les remettez dans leur rôle et en leur donnant la main, parce que c'est ça qui est intéressant quand on a des outils simples, vous leur permettez de contribuer, mais de contribuer sans forcer, c'est-à-dire sans se gâcher la vie en même temps, sans subir, mais non plus en se gâchant la vie. Et donc, ce que vous faites à travers ça, c'est que vous les fidélisez encore plus à l'entreprise. Parce que quelqu'un qui se sent utile, quelqu'un qui a compris comment ça marche, comment il travaille, quelqu'un qui a eu cette révélation, non seulement il va devenir meilleur, mais en plus, il vous quittera pas, parce qu'il retrouvera pas ça dans une entreprise. Et je me souviens, moi je l'ai vu, cette transformation, c'était avec les éléments les plus récalcitrants. Parce que souvent dans une équipe, enfin je sais pas si c'est ton expérience, parce que toi tu as réorganisé... Ça, à chaque fois. Si, à chaque fois. Ces éléments-là, c'est des gens qui ont de l'énergie, et en fait, ils ont de la colère, ils ont un petit peu de la rage ou de la je dirais comment on appelle ça, de la déception, enfin ils ont laissé tomber quoi. La frustration. La frustration parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et quand toi, en tant que manager ou en tant qu'expert de réorganisation, t'arrives et qu'au lieu de leur dire non mais en fait c'est parce que tu travailles mal, mais que tu leur dis non c'est pas ça, c'est parce que regarde le flux il est pas logique, le flux il est tout ce que tu viens d'expliquer. Tout d'un coup, tu les libères, ces gens-là. Et en fait, ça devient les locomotives. Et justement, pour l'approbation, il faut aller chercher les récalcitrants, ceux qui vont râler le plus, et ainsi de suite. Pourquoi ceux qui sont anti-changement ne sont pas vraiment anti-changement, ils veulent un changement efficace. Mais du coup, et moi je dis toujours, on recherche la contradiction pour se valider. Et donc du coup, si on a des récalcitrants et dans la nouvelle solution, on arrive à les contredire, ils vont dire ouais non ça marchera pas parce que derrière nous on va dire si ça va fonctionner parce que, et quand tu dis parce que derrière tu vas sortir des arguments et ça va te valider ou pas ton idée et puis là même eux ils vont se dire ah ouais t'as raison. Et alors on donne une règle d'or quand on travaille sur les flux, on se donne le droit à l'erreur. On essaye, on verra bien et on fait et on apprend en faisant. C'est pas on apprend et on fait, c'est on fait et on apprend en faisant. Et ça c'est important. Hyper important, tu as raison de le mettre dans l'appropriation, parce qu'en fait, en contrainte, quand on met des règles, quand on met des processus, quand on met des contraintes, j'ai fait une vidéo là-dessus qui est basée sur le film Sully, tu sais, le mec qui a atterri en avion. Ouais. Et voilà. Et le titre, c'est sur la chaîne, hein, vous pouvez aller le voir. Je crois que c'est Peut-on désobéir ou un truc comme ça. Et en fait, j'explique pas que ça dans cette vidéo, mais il y a un truc qui est super important, c'est qu'en fait les processus doivent être au service des hommes et pas les hommes au service des processus. Il y a personne, hein, toi comme moi, qui a envie de sentir que finalement les règles, on est à leur service. On a envie que les règles soient à notre service. Et quand tu travailles avec les flux, quand tu fais cette analyse du flux, en fait, jamais tu parles des personnes, tu parles d'étapes qu'il faut faire, etc. Donc la règle, effectivement, elle s'applique à toi, mais tu n'es pas remis en cause. Ta place peut être remise en cause, ce que tu fais peut être remis en cause, etc. Mais toi, personnellement, tu n'es pas remis en cause, c'est un des éléments sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Mais ça veut dire aussi que on est capable de respecter certaines règles. Les seules règles qu'on est capable de respecter, ou qu'on a envie de respecter, ce sont celles qu'on s'est fixées nous-mêmes. Et ce que tu viens de dire, quand tu dis, de toute façon, on a le droit à l'erreur,
eh bien, ça ouvre la porte à ça. Parce que finalement, tu es en train de dire aux équipes, on regarde le process tel qu'il est, c'est une photo, il n'y a rien de mal, rien de bien. Par contre, on se dit, il y a peut-être des améliorations. Les améliorations, on les fait ensemble. C'est pas toi, manager, qui va dire, on enlève ce post-it-là. C'est tes collaborateurs en voyant le truc qui vont dire, ça, on va l'enlever. Et donc, ils font des choses comme ça. Et en faisant ce process, tu leur donnes la main. C'est-à-dire que désormais, le processus, c'est plus toi qui l'imposes. C'est eux qui le construisent. Et c'est totalement différent. Et en plus, en disant le mot que tu as dit, c'est-à-dire on apprend en allant, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de mettre en place l'amélioration continue. Finalement, ils se sont appropriés le process. Et ils vont le faire vivre, et ils vont l'améliorer. Tu n'auras même plus à intervenir. En plus, ça te fait moins de boulot pour toi, manager. Pilotage automatique. Voilà, c'est du pilotage automatique. Et puis le dernier, peut-être tu as encore quelque chose à dire sur l'appropriation? Sur cette partie-là, c'est très important, quoi, justement, que les gens, alors c'est déculpabilisant de travailler sur le processus. Parce que c'est vraiment les gens, ils disent, tiens, voilà, je dis produit, s'arrête. Ah, mais attends, moi, je suis pas en train de m'arrêter. Je dis, toi, peu importe. Je suis pas en train de regarder toi ce que tu fais. Je suis en train de regarder le produit, ce qu'il fait. Exact. Je sais que toi, t'es en train de faire d'autres choses. Mais je regarde pas mes ressources. Je regarde le produit. Exact. Et je dis, c'est vrai que le produit, il est à l'arrêt. Et là, ils prennent conscience que justement, le client, il est à l'arrêt, quoi. Et du coup, je lui dis, moi, je sais ce qu'il faut faire, mais je le dis pas. Et je dis, du coup, qu'est-ce que tu pourrais faire pour que le produit continue? Il faudrait que j'arrête ma machine. Il faudrait que j'aille donner un coup de main à Bernard. Exact. C'était une super idée. Et ça y est, il s'est approprié le truc. Et c'est son idée. Moi, je savais qu'il fallait qu'il aille aider Bernard. C'est pas à moi de lui dire. Et donc, c'est eux qui se le disent. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de remettre le client au centre tout seul. Et il vient de remettre la collaboration au centre, puisqu'il comprend qu'en fait, ça sert à rien qu'il accélère sa machine. Il faut qu'il aille juste derrière aider Bernard. Et donc, tu viens de remettre de la collaboration, en fait. Tu viens de remettre de la cohésion, de la collaboration et de l'esprit d'équipe. C'est juste magique, c'est cette histoire de poser des post-it au mur. Ça a l'air comme ça, un peu très, très, très simpliste. Mais la seule chose qu'on a besoin, c'est un paquet de post-it et un crayon. C'est tout. Ouais, mais la magie, c'est pas les post-it, parce qu'il y a plein de méthodes qui utilisent des post-it. Si tu tapes post-it, t'en vois plein. Sauf que c'est la manière de le faire qui est importante. Et je suis d'accord avec toi. Ça consomme zéro ressource. Ça consomme du temps. Des personnes. Mais je sais pas, moi, la formation, elle dure, j'ai même pas regardé, mais c'est 2 heures, peut-être 3 heures. Mais en réalité, le gain qu'il y a derrière, ça se compte en nombre de journées, quoi. C'est pas nombre. Et puis, un dernier truc que je voudrais te dire avant qu'on passe à la suite, c'est qu'en plus, mon expérience, parce que t'en as fait avec mes équipes, après, moi j'en ai refait, mes managers aussi, enfin, les personnes qu'on a formées, etc. C'est un super moment qu'on passe avec notre équipe. Et c'est fun. Franchement, c'est rigolo à faire. C'est pas du tout rébarbatif comme les espèces de graphiques qu'on voit déjà hyper compliqués. Déjà, à la base, on te montre le truc, tu sais que tu iras jamais, que ça va finir dans un tiroir, etc. Non, c'est quelque chose de vivant et c'est très marrant à faire, en fait. On a envie d'y aller, quoi, quand on fait le truc. Là, que c'est vivant, c'est en équipe. On parle pas de ton métier. On va pas parler de comment tu saisis ta commande. On va pas parler de comment tu fais pour organiser ton poste. On va parler du flux qu'il y a autour. Et donc ça, c'est aussi très motivant. Je répète, ça déculpabilise. Et du coup, ils s'ouvrent, ils parlent ouvertement. Quoi. Et même, ils apprennent. Alors, je m'aperçois. Des fois, c'est moi de l'extérieur qui arrive et puis dit, ah bon, c'est comme ça que tu travailles, toi? Tu travailles juste côte à côte. Hein. Je dis, ah bon, c'est comme ça que tu fais? Moi, je m'ai vu que tu faisais comme ça. Ils apprennent des choses. Quoi. Et c'est vachement mieux, moi je trouve que il y a un truc qui est sympa dont on parle souvent qui s'appelle Vie ma vie, tu sais, où tu échanges des potes, c'est super, mais bon, ok, tu peux avoir ça de manière quasiment meilleure avec la méthode. Avec les méthodes. On le fait en direct, quoi. Voilà. Tout le monde le fait en direct et chacun dit dire, oh, dis donc, tu dois galérer à faire ça et tout. Et là, ça y est, c'est un travail d'équipe. On prend conscience que l'autre est différent et on prend conscience des difficultés de l'autre et comment moi je peux t'aider, quoi. Et ça y est, on a mis en place ce système d'équipe qui fonctionne super bien. Et puis un effet induit que j'ai eu aussi moi dans mes équipes qui existe toujours aujourd'hui, c'est la polyvalence. C'est-à-dire c'est de se dire il n'y a plus un poste plus prestigieux que l'autre. Ce qui compte c'est que le flux soit dégagé. Et du coup c'est plus l'expert qui compte, c'est
la vitesse à laquelle les produits vont passer ou les services vont passer dans le flux. Ouais. Et du coup, ça dit plus. On va prendre un exemple entre un médecin et une infirmière. Ce qui compte, c'est plus d'avoir un diplôme de médecin et d'être meilleur, ou bien d'être inférieur, qui serait le diplôme d'infirmière. C'est pas ça qui compte. C'est est-ce qu'on traite bien le patient. Et du coup, voilà. Et moi, du coup, ce que ça a fait dans mes équipes, c'est que on a un petit peu, je dirais, on a un petit peu supprimé l'effet hiérarchie, c'est-à-dire ouais, j'ai des mecs qui sont là depuis. Non, maintenant, ce qui compte, c'est qu'on travaille ensemble pour que ça fonctionne. Et ça, culturellement, c'est extrêmement important dans une entreprise. Oui, j'avais un exemple avec la société qu'on avait réalisée dans l'Est, avec qui avait vendu une machine assez chère, et le poste goulot, il n'était pas sur la machine. Il était juste sur le dernier poste, qui était un poste où on pouvait mettre n'importe qui avec une paire de ciseaux. Oui, je connais ce poste-là. Il est très, très classique chez ce genre de client. On va pas dévoiler plus, mais et la paire de ciseaux, d'ailleurs, elle coûte rien. Comment? La paire de ciseaux, elle coûte rien. Ouais. Et du coup, la personne qui était dessus, à chaque fois, elle était un petit peu dévalorisée parce qu'elle, elle pilotait pas une machine à des centaines de milliers d'euros, quoi. Alors que le poste clé, c'était celui-ci. En fait, quelque part, c'était elle la patronne du flux. De tout le flux, parce que finalement, en dernière étape, c'était elle qui déterminait si le flux allait aller vite ou pas vite, quoi. C'est ça. Et donc, chacun avait pris conscience qu'il fallait à un moment, il fallait aller aider cette personne-là. Parce que c'est elle qui conditionnait à ce que les produits sortent. Et comme en plus on doit livrer dans la journée, ils ont une commande la veille pour le lendemain, c'était primordial de prendre conscience de ça. Et donc, du coup, il n'y avait plus cette différence de compétences, médecins, infirmières, ingénieurs, collaborateurs, employés, et ainsi de suite. Tout ça, ça tombe. C'est d'ailleurs un peu, je pense que c'est un peu cet état d'esprit aussi qui a poussé, je crois, moi, à l'époque, quand j'habitais à Valenciennes, il y avait Toyota qui était venu s'implanter là. Et ce qui m'avait marqué, c'est qu'en fait, n'importe qui dans la chaîne pouvait arrêter la chaîne quand il y avait un problème. Et je m'étais dit, mais c'est dingue le pouvoir qu'a cette personne, alors que c'est un ouvrier, etc. Bah oui, mais c'est logique. Quand ce qui compte, c'est pas la personne ni son pouvoir, c'est est-ce que ça fait goulot dans la chaîne ou pas. C'est ce qu'on appelle le système Andon. Et le système Andon, le poste qui est en difficulté, il appelle au secours et il bloque la chaîne. Et ils ont un quart d'heure de stop entre chaque poste chez Toyota. Et donc ils ont un quart d'heure pour résoudre le problème. Si au bout du quart d'heure le problème n'a pas été résolu, le poste en amont il s'arrête aussi, et ainsi de suite. Donc tout le monde vient aider le poste qui est arrêté, parce que sinon il va arrêter toute la chaîne. Donc ça fédère aussi les gens à venir aider ce poste-là. Exactement. Ils ont retourné le système. Donc ça en management c'est hyper important, hyper important. Et puis après il y a une dernière chose, on avait dit également sans le patron. Et pourquoi sans le patron dans le flux quand on le refait? C'est parce que naturellement vous avez au-dessus de votre tête un gyrophare qui tourne où vous êtes marqué patron, vous êtes marqué chef, en gros quoi. Et puis on risque d'avoir le pouvoir de la hiérarchie qui va arriver. Et puis on libère pas la parole quand il y a le patron. Donc ce qui est important des fois, c'est de donner à vos managers l'objectif à quoi ils doivent arriver, et puis de pas participer au flux et tout ça, et de laisser faire vos équipes pour que eux se libèrent et la parole est libérée. Et ils vont trouver des astuces, des idées, mais vous fixez juste l'objectif et la façon avec laquelle ils vont y aller. Là, c'est eux qui la décident. Tout à fait. Ça c'est très important en management. Puis en plus, je dirais quelque part, ça vous fait moins de boulot. Mais effectivement, alors on parle en tant que patron d'entreprise. Après, au niveau manager, et c'est peut-être une bonne transition pour la partie suivante, c'est que ça peut paraître une montagne. Alors oui, c'est une bonne transition, mais malheureusement, on est arrivé au bout de nos 30 minutes. Donc la suite, c'est demain. La suite, c'est dans l'épisode suivant. On va t'expliquer avec Laurie comment faire pour que justement cette transformation de flux ne t'apparaisse pas comme une montagne et surtout n'apparaisse pas à tes collaborateurs comme une montagne. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais là, on est en train de voir des pépites vraiment intéressantes. Et donc, je te donne rendez-vous demain. Mais si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment ancrer les concepts, et si tu l'as pas déjà fait, c'est-à-dire si tu n'as pas déjà vu cette série de mails, ce que je te conseille de faire, c'est de cliquer dans le lien qui est en descriptif du podcast. Tu mets simplement ton meilleur mail, ton nom, et puis tu vas recevoir une suite de mails qui vont vraiment aller plus loin, qui vont vraiment développer ce qu'on se dit au cours de ce podcast. Et sinon, je te donne rendez-vous demain pour le 3e et dernier épisode de cette série passionnante. À bientôt.